Et bonjour à tous et à toutes, c'est Louis Geoffrey. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour corriger un nouvel exercice de physique sur les machines thermiques, donc en thermodynamique et plus précisément une machine thermique avec des pseudo-sources, donc des sources qui varient dans le temps, en tout cas qui varient sur un cycle. Dans cette vidéo, on va être amené à voir à la fois quelques informations générales sur les machines thermiques qui me semblent personnellement assez importantes à avoir vu au moins une fois. En tout cas, je trouve que ça clarifie pas mal de trucs et je sais que c'est pas présent dans tous les cours, notamment dans tous les bouquins, cette information n'est pas forcément présente. Donc ce sera l'occasion de reprendre un petit peu tout ça en première partie. Et enfin, dans la deuxième, donc notamment avec les questions 2, 3, 4, on sera amené donc à résoudre cet exercice avec des pseudo-sources et on sera amené à donner une méthode générale qui permet du coup de résoudre n'importe quel exercice de machine thermique qui possède du coup des pseudo-sources. Une pseudo-source, hein, c'est une machine thermique où la source chaude comme la source froide vont un peu varier sur un cycle. Évidemment pas beaucoup varier, sinon c'est juste pas une source du tout. Ok, donc dans un premier temps, je vais faire un petit peu de clarification sur l'énoncé à l'oral, puisque c'est vrai que là, c'est pas forcément super clair. Mais du coup, ce qu'on a, c'est donc on a une machine thermique qui est constituée d'une source chaude, d'une source froide et d'une source de travail. Cette machine thermique, cette source chaude, donc elle est composée eh bien d'une masse qui est inconnue, mais ce qu'on sait, c'est que cette masse d'eau, elle est initialement à 100 degrés Celsius, et donc elle va venir réchauffer quoi? Réchauffer un bloc de glace qui fait 1 kg, par contre on connaît sa masse, et initialement, ce kilo de glace est à 0 degrés Celsius, donc il est tout juste sur le point de fondre. Il se trouve que donc l'eau chaude va diminuer en température, en échange on va faire fondre la glace, et eh bien, ce petit manège va durer jusqu'à ce que, à l'état final, on arrive avec de la glace qui a entièrement fondu. Donc il reste 0 kg de glace, donc en gros il va rester 1 kg de flaque d'eau liquide, et qui est toujours à 0 degré Celsius. Ça c'est important. Concernant l'état final pour la source chaude, on ne le connaît pas. On ne connaît ni sa température, par contre on sait qu'on a gardé la même masse d'eau qu'on avait initialement. Donc cette fameuse masse qu'on ne connaît pas. Et enfin, on va donc considérer qu'on a sur chaque cycle seulement une petite variation en température pour la source chaude, seulement une petite variation eh bien, de la masse du bloc de glace, tant et si bien qu'on va considérer que chaque cycle est réversible. Ça va être une hypothèse qui va être importante. Et normalement avec ça, on connaît tout pour pouvoir résoudre cet exercice. Et notamment, on va pouvoir directement attaquer avec un peu des généralités sur les machines thermiques, puisqu'on commence directement avec la question 1 en se posant la question, mais quelle est donc cette machine thermique? Et pour ça, il faut comprendre qu'en fait, il n'y a que deux types de machines thermiques dithermes qui sont vraiment utiles. Je vais commencer avec la machine thermique monotherme, qui est vraiment très très simple. On a une source de travail et on a une source donc de chaleur. Bon. Il se trouve que, en vertu du premier principe et du second principe appliqué sur un cycle au système qui compose ici sigma, il se trouve qu'on sait qu'on va avoir donc delta U qui fait 0 et qui va être égal à W plus Q sur un cycle, et enfin delta S qui va faire 0 et qui va donc être égal au transfert thermique sur la température de la source, plus l'entropie créée sur un cycle. Et comme cette entropie est toujours positive, le transfert thermique est donc toujours négatif, le travail est donc toujours positif. Autrement dit, le seul sens des échanges possibles, c'est cet sens-là, et ça a un certain intérêt, puisque ça veut dire qu'on peut, en utilisant un travail mécanique, électrique, venir apporter de la chaleur à quelque chose, mais ça veut dire que la seule chose qu'on peut faire avec une source monotherme, c'est un chauffage. Et donc c'est cool, hein, les vieux chauffages à la résistance, les vieux chauffages électriques, ça marche comme ça, mais on est quand même assez limité. Et donc c'est pour ça que ça peut être intéressant d'aller regarder les machines thermiques qui sont dithermes. Donc dans une machine thermique ditherme, essentiellement ce qui va changer, c'est qu'on va avoir cette fois-ci deux transferts thermiques différents. Alors, je ne vais pas forcément vous réécrire les équations parce qu'elles sont vraiment très classiques pour le coup. Et en fait, on comprend bien qu'il y a seulement deux types de machines thermiques qui peuvent exister. La première, donc dans les deux cas, on va posséder une source de travail, une source chaude et une source froide. On va avoir ça dans les deux cas. Source chaude et enfin le travail. Dans le premier cas, on va réaliser des échanges thermiques dans le sens naturel des choses. Autrement dit, la chaleur va aller du chaud vers le froid. Dans ce cas, c'est assez classique, hein. On va diminuer en température la source chaude et on va augmenter en température la source froide. Bon. Ça, on n'a évidemment pas besoin d'une machine thermique pour le faire. Il suffit juste de mettre la source chaude à côté de la source froide. C'est pour ça que l'intérêt ici d'utiliser une machine thermique, c'est que nous, on peut se positionner ici sur le côté pour venir récupérer une partie de cette énergie. Et donc, on forme ce qu'on appelle un moteur. L'analogie ici, ce serait de considérer qu'on a une sorte de barrage où on va avoir de l'eau qui va être très haute en altitude, qui va être amenée au cours de cette transformation à avoir son altitude qui va venir diminuer. Ça, c'est le sens naturel des choses, parce que l'eau tend à diminuer en altitude. Et nous, on se place sur le côté avec une turbine pour récupérer de l'électricité. Ça, c'est donc un moteur.
Et le deuxième intérêt, c'est cette fois-ci d'avoir une machine thermique où le sens des échanges thermiques se fait dans le sens non naturel. Autrement dit, l'énergie va aller de la source froide vers la source chaude. Dans ce cas-là, on comprend bien, pour qu'on puisse réaliser ce sens-là, nous, il faut qu'on perde quelque chose. On va donc apporter du travail pour être capable de venir refroidir encore plus la source froide et réchauffer encore plus la source chaude. Et là, on a deux machines thermiques dans le cours qui sont de ce type-là. La première, ça va être la pompe à chaleur. Pompe à chaleur. Ou dans ce cas-là, la source chaude, c'est nous, c'est la maison. La source froide, c'est l'extérieur. Et donc, on va venir dépenser du travail pour refroidir l'extérieur et réchauffer chez nous. Et le deuxième type, c'est le frigo. Cette fois-ci, la source froide, c'est le frigo. La source chaude, c'est l'extérieur. Et nous, on va venir apporter du travail, l'électricité qu'on apporte au frigo, pour refroidir le frigo en échange de réchauffer l'atmosphère. Et ça, on peut vraiment le voir dans le cas du frigo. Notamment, à l'arrière d'un frigo, c'est toujours très très chaud. Et c'est vraiment parce qu'on est en train de réchauffer ici cette source chaude. Bon. Et donc, c'est les deux seules choses qu'on peut faire avec une machine thermique ditherme. Je vous laisse vérifier si vous voulez, mais il n'y a vraiment que ça qu'on peut faire. Soit on fait un moteur, soit on fait une pompe à chaleur. Bon, techniquement, on peut aussi faire un super chauffage en ayant la source chaude qui apporte de l'énergie à la source froide. Et nous, en plus, on balance de l'énergie. Donc, on chauffe encore plus vite. Ça peut avoir un intérêt, notamment, comme je le dis, si on veut chauffer plus vite. Chauffer plus vite. Mais globalement, ici, on ne va pas étudier ça. Parce que ça a plutôt un intérêt diffusion plutôt que de thermo, quoi. Ok. Ici la question du coup c'est est-ce qu'on a plutôt un moteur ou est-ce qu'on a plutôt une pompe à chaleur? On se souvient que l'eau chaude va plutôt refroidir en température, la glace elle va plutôt fondre, donc on a clairement des transferts thermiques qui se font dans le sens naturel des choses. Donc nous on va évidemment se placer sur le côté pour tirer quelque chose, donc on a évidemment un moteur. Donc la réponse à la question 1, c'est que c'est un moteur. Ok. Ensuite, la question 2, si je vous rappelle, c'était de connaître la température finale de la masse d'eau, qui était initialement chaude et qui se refroidit. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin, notre machine thermique, elle ne marche plus, et au moment où elle ne marche plus, on a vu qu'on avait fait fondre tout le bloc de glace. Et donc, qu'il nous restait juste une flaque d'eau à 0 degré Celsius. La première idée, ce serait de se dire, globalement, l'énergie qui a été apportée par la source chaude, en refroidissant, c'est l'énergie qui a été apportée à la source froide, qui a donc fait fondre un bloc de glace. Donc on pourrait avoir envie d'écrire, ok, globalement, si j'écris la masse de mon bloc de glace, donc il faut M2, fois la chaleur latente de fusion de la glace, qu'on va écrire HF, si jamais j'ai fait fondre 1 kg de glace, c'est l'énergie qui a été apportée par la source chaude. Donc ce sera la masse de la source chaude, fois delta T, donc la température finale moins la température initiale. Et puis, je vais avoir un moins en plus, parce qu'il faut que j'ai un truc qui ait le même signe. Et puis, je vais avoir donc, la capacité thermique de l'eau liquide. Bon. Et donc à partir de là, je peux commencer à travailler. Mais ça, en fait, c'est une équation qui est fausse, parce que on oublie que l'énergie qui a été donnée par la source chaude, en fait, elle s'est répartie pour réchauffer la source froide, mais également chez nous. En fait, elle s'est également répartie en moteur. Donc il y a également W en fait ici. Et malheureusement, ce W, on ne le connaît pas. En fait, ça, c'est une impasse. Bon, impasse. Il y a une autre manière de raisonner ici, c'est de se dire que globalement, il n'y a qu'en fait une seule température qui peut fonctionner pour la température finale de la source chaude. Et cette température, c'est en fait également 0 degré Celsius. Pourquoi? Parce qu'imaginons qu'on ait à la fin le bloc de glace qui est entièrement fondu et qui se retrouve à 0 degré Celsius, et l'eau chaude qui est toujours à 15 degrés Celsius. Je peux encore faire des échanges thermiques dans un sens naturel des choses. C'est-à-dire que ma flaque d'eau à 0, je peux la réchauffer, et mon eau chaude qui est plus qu'à 15 degrés, je peux encore la refroidir. Donc en fait, je vais continuer d'avoir des échanges thermiques qui vont s'effectuer ici, entre SC et SF. Donc je vais continuer de tirer de l'énergie. Donc en fait, ça veut dire que ma réaction n'est pas terminée. Et donc si ma réaction se termine avec la source froide à 0 degré Celsius, c'est qu'en fait la source chaude est à cette même température. Donc tout ça, ça nous permet d'écrire qu'en fait on a bien la température de la source 1, de la source chaude à l'état final, qui va également falloir 273 Kelvin. Ok. Donc en fait avec ça, on répond à la question numéro 2. Je vais encadrer ça vite. Et donc ça, on a compris, c'est parce qu'à la fin, la machine s'arrête. Je rédige pas totalement ici, puisque je dis beaucoup de choses à l'oral, mais à l'écrit, c'est ce qu'il faudrait préciser. Ok, maintenant qu'on a compris tout ça, il faut qu'on soit capable donc de choper la masse d'eau chaude de la source chaude. Donc cette masse d'eau chaude, on pourrait être tenté de réutiliser l'équation qu'on a écrite ici. Autrement dit, on pourrait être tenté de faire en fait un premier principe à la source chaude entre l'état initial et l'état final. Ça nous donnerait donc que la variation, on peut l'écrire, si j'écris mon premier principe, pas premier principe industriel, juste premier principe, de la thermo, donc à la source chaude, entre l'état initial et l'état final, et j'obtiens que delta U, donc qui va être égal à la masse
fois delta T, donc la masse qu'on cherche, hein, fois delta T qu'on connaît du coup, puisque ça fait 100 Kelvin, 100 degrés Celsius, et la capacité thermique massique de l'eau liquide qu'on connaît aussi, bon bah ça on sait que ça va être égal au transfert thermique, que je vais appeler QC, qui est donc le transfert thermique qui a totalement été fait entre la source chaude et le système. Évidemment, si on applique le premier principe au système sigma entre l'état final et l'état initial, donc A sigma, de nouveau entre l'état final et l'état initial, bah on obtient qu'on a 0, puisqu'on a fait, c'est comme si on appliquait ce premier principe sur un très grand nombre de cycles, sur un grand N cycles. On sait qu'on a 0 qui va être égal au travail plus le transfert thermique de la source chaude, plus le transfert thermique de la source froide. Et là, en fait, on voit qu'on retombe un peu dans une impasse. En fait, on va retomber sur ce qu'on a écrit là-haut, puisque du coup, QF, ça va être à un signe près la masse d'eau, donc M2, enfin la masse de glace, fois la chaleur latente de fusion de la glace. Et W, donc c'est le travail qu'on a récupéré, ça on ne connaît toujours pas. Alors malgré tout, donc en fait, on voit qu'on est encore bloqué. Donc ici, on n'est pas capable de remonter eh bien, à cette masse d'eau. Et du coup, c'est là qu'intervient la technique qui marche à chaque fois lorsqu'on a des pseudo-sources. La technique qui marche à chaque fois, c'est d'appliquer les premiers principes sur des cycles. Et sur un seul cycle. Ok. C'est la méthode. Je vais l'écrire parce que ça, pour le coup, c'est important. C'est la méthode. Donc, là, on a encore une impasse. Hein. Donc ça marche pas. Et donc la méthode pour traiter des exercices avec des pseudo-sources. Donc c'est d'appliquer les principes sur un cycle. Et pas sur les grands n cycles directement. J'insiste hein, sur un cycle. Ok. Ici, qu'est-ce qui se passe si on applique nos premiers principes de la thermo sur un cycle? Bon, on peut commencer par le faire. Donc on va appliquer le premier principe, à sigma sur un cycle. On va donc avoir que 0, puisqu'on rappelle que l'énergie interne est une fonction d'état, donc sur un cycle, delta U fait 0, qui va être égal au petit travail qu'on a renvoyé, donc que le moteur a créé, plus le petit transfert thermique qui vient de la source chaude, plus le petit transfert thermique qui vient de la source froide. Ok. Il se trouve que de la même manière, ce petit transfert thermique de la source chaude et ce petit transfert thermique de la source froide, on va être capable de les exprimer. Pourquoi? Eh bien parce qu'on peut également appliquer le premier principe, cette fois-ci sur la source chaude et sur la source froide, toujours sur un cycle. Et donc ça va nous donner, alors je ne précise pas, c'est important de préciser quand même, dès qu'on applique un premier principe, c'est important de préciser à qui on l'applique et de quand à quand. Donc à ASC ou ASF sur un cycle. Cette fois-ci, pour SC, la variation d'énergie interne de la source chaude, bah, ça va être égal à la variation de température de cette source, donc dT1, fois la masse qu'on cherche, fois la capacité thermique de l'eau liquide. Et ça, le premier principe nous dit que ça va être égal eh bien, au petit transfert thermique de la source chaude. Alors là, il faut juste qu'on fasse attention au sens dans lequel on prend ça. Ici, on a défini de façon positive tous les transferts thermiques qui allaient vers sigma. Donc si on veut garder ici les mêmes notations, ici il faut qu'on écrive moins delta QC. Hop. Et donc on obtient directement, on va pouvoir remplacer ici quelque part moins delta QC à partir de son expression. Si on l'applique à SF, bon, bah, cette fois-ci delta U, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à dm2 fois hf, puisque du coup sur un cycle, eh bien, on fait fondre une petite masse. Et ça va être égal à delta qf. Alors, il faut juste qu'on fasse un peu attention au niveau des signes. On sait que delta qc est positif. Donc ici, il se trouve que la température, elle diminue. Donc en fait, dt1, c'est négatif. Et du coup, si ça, c'est négatif, et que là, on a moins delta qc, ben, on a bien delta qc positif. Donc là, en termes de signes, c'est OK. Et ici, en termes de signes, il se trouve que dm2, on sait que ça va également être négatif, puisqu'on fait fondre une partie de la classe. Or, delta qf est censé être négatif. Donc ici, il n'y a pas de souci. On va avoir également des signes qui marchent bien. Et delta qf est négatif, hein, puisqu'ici, on a considéré que qf eh bien, était censé aller du système sigma vers la source froide. Donc ici, en termes de signes, ça marche bien. Et là, malheureusement, on voit qu'on va se retrouver bloqué, puisque du coup, l'équation qu'on obtient, donc c'est 0 égale delta w plus, plus dm2 hf moins dt1 m1 cp. Et donc là, malheureusement, on est bloqué, puisqu'on ne connaît toujours pas delta w. Bon, il se trouve que dans cet exo-là, appliquer le premier principe sur un cycle, ça marche pas. Donc c'est de nouveau une impasse. On commence à comprendre que ce premier principe, il nous fait apparaître des travaux et qu'on connaît pas ces travaux. Donc ça va toujours être une impasse de l'appliquer ici. Donc par contre, on peut appliquer le deuxième principe. Deuxième principe. Toujours à sigma et toujours sur un cycle. Bon.
Il se trouve que malgré tout, c'est une bonne idée, et c'est un bon réflexe, d'appliquer le premier principe sur un cycle. Là, ça marche pas, mais on voit qu'on est quand même en train d'exprimer des choses, qu'on obtient une équation à la fin qui fait intervenir des trucs qui nous intéressent. Donc c'est quand même une très très bonne idée d'écrire tout ça. Ok, si on écrit le deuxième principe du coup sur le cycle, on sait qu'on va avoir donc delta S sur le cycle qui fait 0, et ça va être égal bien sûr, eh bien, au petit travail de la source chaude sur la température de la source chaude, plus le transfert thermique de la source froide sur la température de la source froide, et enfin l'entropie créée sur un cycle. Or, si vous vous souvenez bien au début, j'ai dit que sur un cycle, on pouvait considérer que la transformation était réversible. Autrement dit, sur un cycle, la quantité d'entropie créée, eh ben, elle est nulle. Égale 0, car réversible. Et donc là, on voit qu'on va pouvoir s'en sortir. Puisque du coup, on obtient que 0, c'est égal à delta QC sur TC plus delta QF sur TF. Donc il nous reste juste à remplacer ce que fait donc QC et QF, on les a déjà exprimés auparavant, et ce que vaut donc la température de la source chaude et la température de la source froide. Autrement dit, on obtient 0 qui va être égal à moins dt1 M1 CL sur la température de la source chaude, donc T1, plus dm2 HF sur T2. Ok, donc là, on sépare les variables, puisqu'on voit qu'on a d'un côté un infinitésimal en dt1 et de l'autre un infinitésimal en m2. Donc il suffit qu'on sépare un peu les variables. dt1 sur t1 fois la constante m1 cl, qui va être égale à hf sur t2 fois dm2. Et donc là, on a juste à intégrer cette équation, et on va pouvoir exprimer, on va pouvoir obtenir par une relation supplémentaire, donc entre dm2 et entre t1. Donc on va intégrer. Alors il faut toujours se poser la question, on intègre entre quoi et quoi. Ici on va intégrer entre l'état initial et l'état final, hein, on comprend bien. À l'état initial, la température T1 elle fait quoi? Elle va faire 373 Kelvin, ça c'est T1 initial. À l'état final, on a dit que ça faisait 273 Kelvin. Enfin la masse de glace initialement, M2I, elle fait 1 kg. Et à l'état final, on a dit qu'il n'y avait plus de glace, donc ça va faire 0 kg. Donc on va obtenir, après intégration ici, attention, on a bien un logarithme, on va obtenir donc la masse qu'on cherche, fois la capacité thermique massique de l'eau liquide, fois le logarithme de la température 1 finale sur la température 1 initiale. Et ça va être égal à, attention, moins la capacité, moins l'enthalpie massique de fusion de la glace, sur la température de fusion de la glace, fois la masse de glace qu'on a fait fondre. Et donc là, on voit que en termes de signes, on a quelque chose qui va marcher, puisqu'à droite, on a un truc qui est négatif. Et on rappelle que T1F est plus petit que T1I, donc on a aussi un truc négatif ici à gauche. Et donc on a directement ici accès à M1, qu'on va pouvoir exprimer après réorganisation rapide de l'équation. Et donc on obtient magiquement M1 qui va être égal à HFM2, que divise la température de la source froide, la capacité thermique, et puis le logarithme de T1I sur T1F. Et donc on peut vérifier, on a bien un truc qui est positif, hein, c'est super. Ok. Et donc on voit que ce qui nous a permis de nous en sortir, c'est d'utiliser un premier principe sur un seul cycle. Enfin, ici il se trouve que c'est le deuxième principe qui a été utile, mais de manière générale, ce qui nous a permis de nous en sortir, c'est d'utiliser un principe sur un cycle infinitésimal. On peut faire l'application numérique. Il se trouve que je ne vous ai pas donné ici les valeurs, je vous ai donné quelques valeurs, je vous ai donné T2, je vous ai donné M2, je vous ai donné les deux températures, ici T1F, T1I, HF et CP, CL, je ne vous les ai pas données, mais bon, c'est des valeurs tabulées que vous avez probablement déjà vu passer, si jamais vous avez fait un petit peu de physique. Il se trouve qu'on va obtenir une masse de 0,94 kg. Ok, donc on peut malheureusement pas trop commenter, puisque on a ce W, donc on n'est pas trop capable de dire que l'énergie qui a été suffisante pour réchauffer 1 kg de glace, c'est l'énergie qui a été suffisante pour abaisser de 100 degrés une masse de 0,94 kg d'eau. Mais bon, là on voit qu'on connaît déjà vraiment plein de trucs. Et puis à la limite, une dernière remarque, c'est que ça c'est bien homogène, puisque du coup on a un logarithme d'un truc qui est homogène à 1, donc on est très content. Et puis donc là on a quelque chose qui est en joules par kilo, fois des kilos, donc on a juste une énergie en joules. Et là on a des joules par kilo par Kelvin, on multiplie par des Kelvin, donc quand on a 1 sur des kilos moins 1, donc c'est bien des kilos, et on a quelque chose qui est homogène, ça marche très bien. Enfin, si vous vous souvenez bien, la dernière question, du coup, c'était de déterminer le rendement de cette histoire, de ce système. Du coup, puisqu'on sait que c'est un moteur, le rendement, c'est simple. Ça va donc être égal à moins le travail qu'on a récupéré, donc moins W, sur QC. Et QC qui est donc le transfert thermique total qui a été envoyé par la source chaude.
Et attention ici, il ne s'agit pas de faire, enfin ça c'est bien le rendement total qu'on a eu au niveau du moteur. Donc ça c'est bien l'énergie totale qu'on a récupérée sur QC qui est le transfert thermique total de la source chaude à la source froide. On n'est pas du tout sur un cycle ici, c'est important de vérifier, d'être au clair là-dessus. Là on est bien sur les grands n cycles. Du coup ici, en fait l'équation qu'on avait faite un peu plus tôt, qui était d'appliquer le premier principe sur tous les cycles, ça va nous être utile. Puisque lorsqu'on avait fait ça, on était arrivé à l'équation 0 égale le travail récupéré sur tous les cycles, plus le transfert thermique que la source chaude a donné au système sur tous les cycles, plus le transfert thermique qu'on a fait à la source froide sur tous les cycles. Et là, en fait, on avait déjà pas mal travaillé là-dessus, puisque du coup, on voit que moins W, donc ça va être égal à QC plus QF. Donc neta, ça va être égal à 1 plus QF sur QC. Et ça, encore une fois, on avait pas mal travaillé là-dessus tout à l'heure. On sait que ce qu'on a donné en tout à la source froide, bien c'est... Hop, on l'a écrit ici un petit peu plus haut. Mais du coup, évidemment, j'ai pas mis les signes comme il fallait. Donc globalement, ça va être les intégrales de ça, si jamais vous appliquez le premier principe sur tous les cycles d'un coup. Donc globalement, il ne faut juste pas que je me gourre au niveau des signes. Ici, on va avoir du moins HFM2, puisque hop, le transfert thermique à la source froide est bien négatif, puisque du point de vue du système, on a bien, donc sigma, on a bien donné de l'énergie. Et pour QC, on a bien reçu de l'énergie, et l'énergie qu'on a reçue, c'est CL delta T M1. Ok, et donc on voit que le rendement, il va avoir cette expression. CL M1 delta T, delta T1. Ok, super. Donc encore une fois, on peut le calculer. Et il se trouve qu'on a un rendement qui est bien inférieur à 1, donc tout va bien. Le rendement va être égal à 0,15. C'est inférieur à 1, c'est très très logique pour un moteur. On a un rendement inférieur à 1 et qui soit supérieur à 0 également. Ok. J'avais dit qu'on pouvait comparer au rendement de Carnot, à ce que je propose de faire. Donc le rendement de Carnot, on sait que neta Carnot, c'est 1 moins la température de la source froide sur la température de la source chaude. Alors on peut prendre un peu ce qu'on veut. On voit que globalement, la source chaude, elle va varier entre 100 degrés Celsius et 0 degrés Celsius. Donc entre 373 Kelvin et 273 Kelvin. La source froide, on est content, elle reste à 273 Kelvin. Imaginons qu'on prenne TC égale 273, du coup on a 1 moins 1, donc un rendement de Carnot qui fait 0. Autrement dit, la machine ne débite rien lorsque les deux sources chaudes et froides sont à la même température, c'est très logique. Et on voit que donc ça va être le rendement de Carnot minimal qui va être égal à 0. Bon là du coup j'ai décidé de calculer le rendement de Carnot maximal lorsque la température de la source chaude est égale à 373 Kelvin. On va trouver alors ici un rendement de Carnot de l'ordre de 0,27. Donc évidemment plus grand que le rendement qu'on a calculé, c'est normal. Hein. Et pourquoi est-ce que c'est normal? Parce que le rendement de Carnot, qui est donc plus grand que le rendement qu'on a calculé, ça veut dire qu'on a une machine qui n'est pas réversible, c'est-à-dire qu'on a eu des pertes. Okay. Et donc ça c'est très logique, hein. Ça se comprend de plusieurs façons différentes. La première, si on applique le second principe de la thermo au système sur les grands n cycles, donc je vais le faire. Deuxième principe, sur sigma sur les grands n cycles, donc entre l'état initial et l'état final. Du coup on aura 0 qui va être égal à l'entropie échangée, donc S échangée, plus l'entropie créée. Et cette fois-ci, l'entropie créée, elle n'est pas nulle, puisque c'est normal, hein. On a dit que c'était réversible sur un cycle, mais que c'est pas réversible sur le n cycle. C'est parce qu'on a cette entropie créée qui est non nulle, qu'on n'a pas égalité entre le rendement de Carnot et le rendement normal. Et ça se comprend très physiquement que cette entropie créée ne va pas être nulle. Autant sur un cycle, on peut considérer que on a diminué d'un pouillème de degré la température de la source chaude, et on a fait fondre un pouillème de kilo la température de la source froide. Donc on peut dire que l'entropie créée sur un cycle est tellement faible que on va pouvoir la négliger dans cette équation, l'équation qu'on écrit là. En fait, dire que ça fait 0, ça veut dire qu'on peut la négliger. Bon. Il se trouve que sur les grands n cycles, ça devient franchement pas négligeable, puisque on est en train de dire que, dire que ça serait négligeable, c'est-à-dire que la transformation serait réversible, et donc ça va, il n'y a pas de souci. On peut, partant d'une flaque d'eau de 1 kg à 0 degrés Celsius, et d'une autre flaque d'eau de 0,94 kg à 0 degrés Celsius, on est capable de dissymétriser notre affaire, pour à la fin avoir un bloc de glace d'un kilo, et puis avoir notre flaque d'eau toujours de 0,94 kg, mais à 100 degrés Celsius. Et ça on voit que c'est très bizarre. Donc on comprend bien ici le fait qu'on ait un rendement qui soit inférieur au rendement de Carnot. C'est normal, on n'a vraiment pas quelque chose qui est réversible. Ok, donc avec ça on a terminé l'exercice. On voit que globalement les choses qui sont vraiment importantes ici dans ce qu'on a vu, c'est premièrement bien comprendre qu'une machine thermique c'est soit un moteur soit un frigo. Et une machine thermique d'iterme, hein, bien sûr. Et donc ça va vraiment dépendre de est-ce qu'on fait les échanges thermiques dans le sens naturel des choses, dans ce cas on se place sur le côté et on tire une partie de l'énergie, ou est-ce qu'on fait un transfert thermique dans le sens qui est non naturel.
J'invite vraiment, si jamais ça peut vous aider à comprendre, à reprendre l'analogie du barrage avec l'eau qui descend et l'eau qui monte. J'ai oublié de la faire pour ici, mais du coup ici c'est vraiment l'eau qui est très très haut dans la montagne qui descend dans la vallée, et nous on est à côté avec une turbine, on récupère l'énergie. Et ça c'est vraiment l'eau qui est très très bas dans la vallée et qu'on monte dans la montagne, et donc évidemment pour ça on est obligé d'apporter un travail. Je suis sûr que vous avez tous déjà monté de l'eau dans une montagne, et vous avez apporté un travail. Ok. Ça nous permet du coup d'y voir un peu plus clair dans les machines thermiques et de jamais se tromper au niveau du sens des échanges. Enfin, c'est vraiment important, et ça c'est pas fait dans tous les bouquins. Et après, dès lors que vous avez eh bien, une machine thermique avec des pseudo-sources, eh bien c'est toujours un bon réflexe d'appliquer le premier principe et le deuxième principe sur un cycle. Vous obtiendrez toujours des informations en faisant ça. Et après, il faut à la limite être clair sur le fait que quand vous utilisez votre premier principe sur sigma sur un cycle, eh bien ce que vous obtenez ici en delta QC et delta QF, vous êtes capable de les exprimer en appliquant le premier principe aux sources chaudes et froides sur un cycle, puisque du coup la variation d'énergie interne de la source chaude sur un cycle, ça correspond à l'énergie qu'elle transmet au système, ou qu'elle reçoit du système, en fonction de si on a un frigo ou un moteur. Et c'est vraiment les deux grosses idées à avoir dans l'exercice. À partir du moment où vous avez ça, on l'a vu, hein, c'est vraiment juste être capable de poser les choses proprement, pas se tromper lorsqu'on intègre. Pour ça, je vous invite à toujours vérifier que vos signes sont cohérents. Ça peut vous aider à corriger certaines erreurs. Et puis bon, bah voilà, après, il n'y a vraiment rien de sorcier par la suite. Une fois qu'on a compris que c'est un moteur et une fois qu'on a le tips d'appliquer les premiers principes sur des cycles, donc de ma façon infinitésimale, pardon, il n'y a vraiment plus rien qui pose souci dans cette épisode. Bah voilà, sur ce j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à la prochaine. C'était le Geoffrey, allez bye.